Bonjour et bienvenue dans Swim Smart, le podcast qui aide les adultes à intégrer la natation dans leur vraie vie, progresser sans se cramer et garder le plaisir de nager. Aujourd'hui, je lance la saison 2 du podcast et je reçois un invité exceptionnel, Clément Mignon, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, médaillé olympique, rien que ça. Dans cet épisode, on plonge dans les coulisses d'une carrière de très haut niveau. Comment il est passé de ses débuts dans une petite ville de Provence aux Jeux Olympiques. Comment il a appris à gérer la fatigue et la récupération pour durer. Et pourquoi ces sujets concernent aussi toi qui t'entraînes 2 ou 3 fois par semaine. Et si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras aussi comment Clément a transformé son expérience en créant Team Esch. Et si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras aussi comment Clément a transformé son expérience en créant Team HRV, un outil qui aide les coachs et les athlètes à mieux suivre leur état de forme. Enfin, pour les abonnés Swim Smart Premium, Clément nous livre des conseils exclusifs. L'élément technique qui a changé sa carrière. Comment il l'a trouvé, comment il l'a travaillé au quotidien et comment il est devenu médaillé olympique grâce à ça. Un échange inspirant, concret et plein de clés pour progresser sans brûler les étapes. C'est parti. Bonjour Clément, bonjour, comment vas-tu ? Salut Théo, ça va très très bien, merci et toi? Ça va très bien, très content de t'avoir, merci de ta présence, je sais que ton planning est surchargé, merci d'être là et hâte de faire cet échange avec toi. C'est partagé. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu inaugures la saison 2 du podcast, ça y est, c'est la première interview de la saison 2. Et qui dit saison 2 dit quelques petites nouveautés, notamment tu as accepté de faire une demi-heure après, qui sera réservé aux abonnés premium. On va parler en détail, notamment de ce que tu considères comme game changer dans ta carrière, d'un point de vue technique. Donc merci pour tout ça. Avec plaisir. Et il y a des choses qui évoluent et il y a des choses qui restent, notamment la partie vinyle. Alors je ne sais pas si tu sais, mais avant chaque interview, j'écoute un vinyle de ma collection qui a un lien direct avec l'invité et le thème de l'épisode. Donc ton vinyle à toi. Alors attention à mon anglais, c'est Against All Logic, 2012-2017. Et je ne sais pas si tu connais le groupe, il n'est pas très connu. Pas du tout. Voilà, c'est une musique un petit peu électro, basée sur des séquences, des loops. Et j'ai choisi celui-là parce que l'outil que tu as créé, je suppose qu'il utilise des séquences, des loops, qu'il analyse. Et aussi parce que le titre de l'album, c'est 2012-2017, qui correspond à peu près à ta carrière, notamment tous les titres que tu as eus. Oui, c'est ça, un petit peu en tout cas la première partie de ma carrière, en effet, oui. Ouais, j'ai pas trouvé d'album plus, plus long, donc voilà. On écoute un extrait et puis après, on commence tout de suite. Clément, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît ? Oui, pas de souci. Alors, je suis Clément Mignon, j'ai aujourd'hui 32 ans et je suis un ancien nageur de haut niveau. J'ai été membre de l'équipe de France de natation de 2013 jusqu'à 2021 pour terminer avec les Jeux Olympiques de Tokyo. J'ai nagé principalement au cours de ma carrière au Cercle des nageurs de Marseille. Euh, et c'est là où en fait j'ai rejoint l'équipe de France et j'y ai terminé ma carrière également. Entre autres, j'ai pu aller au championnat d'Europe, que ce soit en petit bassin ou en grand bassin, au championnat du monde petit et grand bassin, et aux Jeux Olympiques de Rio où faisons avec le relais 4 fois 100 mètres nage libre médaille d'argent, ainsi qu'au JO de Tokyo en 2021 post-Covid. Alors, j'en profite parce que ça correspond au moment où moi j'ai commencé ma carrière d'entraîneur. Et donc, je te remercie maintenant. Tu as été la base de plein de vidéos que j'ai montrées à mes nageurs. Donc, merci pour toutes les passions que tu as créées avec cette carrière. Hâte Ah d'en bah écoute, découvrir un tant peu mieux. plus. Est-ce que tu peux nous parler de ton début avec la natation ?
Comment t'as découvert ça? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai commencé à Salon-de-Provence, qui est une petite ville du sud de la France, non loin de Marseille, non loin d'Aix-en-Provence également. C'est de là où je suis originaire, c'est là où j'ai grandi. Euh, et c'est là où en fait j'ai découvert la natation qui au début c'était plus un devoir que m'avaient demandé mes parents pour apprendre à nager, histoire d'être autonome et malheureusement pas faire la une des faits divers en vacances à la plage ou ailleurs. C'était l'essentiel et je pense que c'est aujourd'hui très important de savoir nager. Euh, Jusqu'à ce qu'en fait, ben, j'y trouve du plaisir, je me fasse des potes là-bas. En fait, c'est un petit peu ça, ça prend en vitesse. T'es content de retourner le soir à l'entraînement pour aller voir tes potes d'entraînement. Tu rigoles avec eux, tu fais les 400 coups. Tu grandis un petit peu, tu commences à partir en compète à droite à gauche. À droite à gauche, ça reste très très local, hein, attention, hein, c'est des compètes régionales, voilà. Tu vas en stage. Je me souviens de stages à Clermont-Ferrand, des stages à Chalon-sur-Saône si je me trompe pas. C'est des stages locaux, mais il n'empêche que bah, c'est là où tu crées bah, tes premières vraies amitiés, c'est là où tu te découvres toi, tu découvres un petit peu les autres, tu découvres la vie sociale. Et puis à mes 15 ans, je pars à Antibes. Je pars à Antibes pour continuer en fait ma carrière parce que j'étais malheureusement limité avec les infrastructures pardon, de salon. Bien que mon entraîneur de l'époque avait tout fait pour que ça marche, mais lui-même m'avait dit en fait, ouais, si tu veux passer au niveau supérieur, il faut clairement que tu ailles dans une autre ville. Parce que même si on met en place et qu'on se démène pour que toi, tu aies le plus de confort, le plus d'infrastructures et le plus de tout ce qu'il te faut pour performer, tu seras toujours limité. Donc, par exemple, pour ma dernière année à Salon, ils avaient réussi à engager un prépa physique juste pour deux nageurs, parce qu'en fait, j'étais en seconde au lycée avec Alexandre Masmoudi, qui est un autre nageur, enfin, qui était un autre nageur de Salon à l'époque. Et en fait, donc avec ce prépa physique, deux fois par semaine, on avait la chance de pouvoir découvrir ce qu'était la musculation avec une salle, je sais plus si c'était une association, mais c'était une salle de musculation sur Salon qui nous prêtait en fait la salle de 7 heures à 8 heures du matin. Donc c'était super, mais ça restait de la bidouille en fait. Et en fait, donc le coach s'est démené pour qu'on ait ces petits passes droits en plus du bassin. Et ça a permis en fait ben, d'accompagner les sportifs que nous étions, malgré ben, le manque d'infrastructures qu'on peut attendre d'une petite ville malheureusement, comme la France est quand même globalement assez peu sportive, sauf sur certaines disciplines. Euh, Il y a un manque un petit peu de tout, contrairement à d'autres pays, mais là, c'est pas le sujet. En soi, voilà, il s'était démené pour qu'on ait un confort supplémentaire, mais malgré ça, c'était vraiment en attendant de pouvoir partir. Donc, à mes 15 ans, je suis parti à Antibes. J'ai continué en fait mon développement, j'ai continué à grandir, j'ai eu mon bac là-bas, contre toute attente d'ailleurs. J'ai pu commencer une école de commerce sur place avant de faire enfin en tout cas j'avais fait mes premières équipes juniors également à Antibes. Mais j'ai vite plafonné en tout cas en termes de performance. J'ai vite explosé en termes chronométriques, donc j'étais très bon très tôt. Et après ça a un petit peu stagné jusqu'à ce que en fait je quitte Antibes pour aller à Marseille. Et là, en fait, nouveau départ, c'était totalement différent. L'approche était différente, le coaching était différent, l'ambiance était vraiment différente.
Et puis en fait, bah, je retrouve un nouveau, une nouvelle motivation à m'entraîner et force est de constater que ça a bien marché parce qu'en fait, la première saison où j'arrive à Marseille, je me qualifie immédiatement en équipe de France A pour c'était les championnats d'Europe à Berlin à ce moment-là. Et derrière, première médaille en relais. Et derrière, c'était le début, entre guillemets, de ma carrière en équipe de France. Voilà À quel globalement. moment, à quel moment ça devient ton métier Ça et comment devient tu le mon vis? métier, ça devient mon métier clairement quand j'arrive à Marseille. C'est-à-dire que quand j'arrive à Antibes, j'ai 15 voire 16 ans à tout casser. Même si je rejoins de grands champions, notamment je peux penser à Alain Bernard, à Mylène Lazare, à Boris Stemets, à Christophe Lebon, même si je rejoins de grands champions qui eux sont déjà en équipe de France, moi je suis encore un des petits jeunes du groupe. Je fais des championnats des championnats juniors à droite à gauche, que ce soit Europe ou monde, mais il y a clairement une différence de niveau et du fait que ce que je disais tout à l'heure, je stagne vite en fait, ça crée une espèce de petite séparation qui m'empêche en fait de rejoindre les autres. En termes de tout ce qui est contrat, en termes de confort de l'athlète, j'ai découvert ce que c'était être un sportif professionnel réellement quand je suis arrivé à Marseille. C'est-à-dire que du passage de Antibes à Marseille, alors que entre-temps, j'avais pas eu j'étais pas encore qualifié en équipe de France dès mon arrivée à Marseille. Mais il n'empêche que avant même d'être qualifiés, ils avaient tout un contrat, tout un accompagnement et financier et en termes de logement et en termes de prépa mentale et en soi en tout ce que tu peux attendre euh, de la natation et de ce qui gravite autour de la natation pour performer. En fait, il y a tout qui était là. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait une sacrée différence entre Antibes et Marseille à ce moment-là. Après, je pense que Antibes a aussi bien évolué de son côté, attention, hein. Mais au moment où moi je quitte Antibes pour Marseille, j'ai vraiment changé de dimension en termes de professionnalisme. Et une dernière question sur ce sujet, après on parlera du pourquoi tu es à ce micro. Euh, Tu as un employeur, tu signes un contrat, comment ça se passe, ce côté financier, et quel impact ça a sur ta charge mentale ou sur la décision de te lancer dans cette voie? Moi j'avais fait le choix de ne pas être salarié du Cercle des nageurs de Marseille parce qu'en fait ils sont vachement ouverts là-dessus et en fait ils s'adaptent vraiment à l'athlète. Euh, Moi j'avais préféré sous forme de contrat d'image, donc en fait ils t'allouent une enveloppe. Et cette enveloppe, bah, comment dire, tu la récupères de la manière qui t'arrange le plus. Admettons, si t'as, je, je vais dire, admettons, si t'as 10 000 € pour l'année, évidemment, si t'es salarié, tu vas avoir toutes les charges employeurs, le brut, le net, etc. Au final, sur ces 10 000 € qui te sont normalement alloués, toi, t'en touches beaucoup moins. Donc, c'est là où tu te rends compte que selon toi, comment tu vis déjà, c'est utile ou non d'être employé. Moi, j'avais choisi de ne pas l'être. Donc c'était plus des contrats d'image, notamment tu avais l'hébergement qui était pris en compte. Donc, un loyer à Marseille, tu arrives rapidement sur du 800, 1000 € par mois. Il n'empêche uniquement le loyer et c'est quasiment 10, 12 000 euros. Donc ça c'est ça que on t'ôte du pied. Enfin c'est une épine qu'on t'ôte du pied directement. Donc voilà, moi c'était plus des petits éléments de confort qui venaient grâce à l'enveloppe qui m'était allouée. Mais voilà, c'était vraiment propre à chaque nageur. Donc je peux pas m'avancer pour tout le monde. Il y avait des salariés. Euh, Après peut-être que ça a évolué entre-temps depuis mon départ parce que ça fait déjà 4 ans que je suis parti.
enfin 4 ans, oui, 3 voire 4 ans maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, il s'adapte en fait aux nageurs et c'est là-dessus où j'avais vraiment compris que c'était un très bon club. C'était vraiment tout est fait pour que l'athlète performe, pour que lui, il a rien d'autre à penser que performer. Et qu'il soit mis dans la position la plus confortable, qu'il puisse aller au bout de son entraînement, de son effort et de son programme. Ouais, t'enlever le maximum de charge mentale, parce que on sait tous que quand l'esprit est embrué, c'est un peu plus compliqué derrière, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, leur but, c'est vraiment que tu sois confort, pour qu'en fait le seul chat que tu aies à fouetter, en fait, bah, c'est toi dans l'eau pendant que tu t'entraînes ou quand tu es sur un banc de musculation, quand tu fais de la prépa physique. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment pour que tu n'aies rien d'autre à penser, quoi. Top. Et tu continues tes études à ce moment-là ou tu les mets entre parenthèses? Ouais, je continue mes études. Elles ont pris beaucoup, beaucoup de temps parce que je suis allé beaucoup plus lentement que le programme type. Donc j'ai commencé. En fait, j'ai eu mon bac à Antibes et j'ai enchaîné directement avec une école de commerce, le Schema, qui était à Sophia Antipolis, qui est une petite ville entre Nice et Antibes. Et donc j'avais commencé ça en 2000, oui, à la rentrée de 2010, donc vers septembre 2010, juste après mon bac. Euh, et en fait, j'avais commencé là-bas, et puis normalement, c'est un peu les écoles à l'américaine où tu es censé te transférer pour poursuivre ton cursus à l'étranger. Euh, quand vient le moment de transférer, je trouve une université. Euh, Parce que ce qui se fait souvent en France, c'est que t'as des entreprises qui sont spécialisées en fait dans le fait de rapprocher des athlètes avec des facs US pour faciliter le process. Le problème, c'est que moi, en fait, donc j'avais déjà une fac et enfin une école de commerce, et cette école de commerce, c'est très business derrière, mais en fait, ils ont des écoles partenaires parce que ces écoles partenaires, ils ont en fait, ton bulletin de notes, il a un format spécifique qui n'est accepté que sur certaines écoles qui sont partenaires de ce même type de bulletin. Et si jamais tu trouves une école qui n'est pas partenaire, si tu as un peu de chance, le bulletin il est accepté, mais si t'as pas de chance, le bulletin il faut le faire traduire. Donc évidemment tu vas payer, évidemment ça prend plus de temps. Moi en fait l'école que j'avais trouvée, qui me prenait en fait avec une bourse d'études à 100% et qui était en NCAA One, donc le meilleur du sport universitaire, malheureusement elle n'était pas partenaire de mon école de commerce. Donc j'avais dû faire pas mal de papiers pour essayer de rattraper en fait ce retard de partenariat qui a pris quasiment, je pense que j'avais débuté les papiers en janvier pour qu'en août en fait rien ne soit fini. Je sois pas encore admis à la fac ni rien du tout. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et pourtant derrière ça carburait, c'est-à-dire que moi dès qu'il y avait un papier avec mes parents, on les envoyait au quart de tour. Pour te dire, on avait carrément envoyé un truc, je sais plus, ça devait être avec FedEx, parce que il y a quoi, il y a 15 presque 20 ans de ça, c'était un peu moins facile qu'aujourd'hui d'envoyer une enveloppe en 24-48 heures à l'autre bout du monde. Donc j'avais payé presque 90 euros, je crois, pour envoyer un simple papier, une simple feuille A4 en 48 heures aux États-Unis. Et qui au final n'avait absolument rien changé d'ailleurs, parce que bah en fait c'est pas ce papier qui allait changer quoi que ce soit. Donc en fait en août, août-septembre, qui était un petit peu le début de la saison natation plus la rentrée aux États-Unis, moi j'étais pas prêt, mon dossier n'était pas prêt. Donc le coach il me dit bon ben voilà, temporise, prends ton temps, trouve un club où nager en France et va derrière et relance un process d'admission pour la rentrée d'hiver qui est la rentrée en janvier pour ce genre d'école-là. Et je dis pas de souci, ça marche, je relance le process, j'ai vraiment envie de venir. Et en fait, sauf qu'entre-temps, j'atterris à Marseille. Donc je quitte Antibes pour venir à Marseille
Je demande évidemment à mon école le schéma si, au lieu de partir aux États-Unis, j'ai la possibilité de faire uniquement un parcours en France et d'adapter le programme parce que je serai plus sur place, donc ce sera en visio, euh, en face à face avec le prof. Donc eux, ça leur demande un peu plus de moyens, un peu plus de ressources. Et au final, ils acceptent. Donc moi, vu que je me plais vraiment à Marseille, je me dis, c'est bon, les États-Unis, même si c'était une très belle, potentiellement une très belle étape, un très beau parcours. Je préfère rester à Marseille parce que vraiment j'ai trouvé un club exceptionnel et un point d'équilibre à la fois sportif, à la fois social, à la fois tout ce que tu veux pour continuer. Donc vraiment, j'ai à ce moment-là j'ai abandonné mon projet US qui était normalement inclus dans le diplôme pour terminer tout en France. Donc derrière c'était les cours en visio quand je pouvais, ça s'adaptait aux compètes, aux stages à droite à gauche, pour au final être diplômé, et si je me trompe pas, 7 à 8 ans après le début des cours, alors que normalement ce cursus-là dure 4 ans. Voilà, donc c'était un peu plus long que prévu, mais j'ai validé un bachelor en communication. Euh, qui aujourd'hui n'est absolument pas utilisé d'ailleurs, parce que je ne traîne absolument pas dans la communication. Mais voilà, c'était essentiel pour mes parents de pas arrêter les études, donc je ne les ai pas arrêtées. Et derrière, ouais, j'ai continué à nager à Marseille en même temps que je faisais mes études jusqu'à ce que je sois diplômé et que je puisse continuer uniquement le sport à Marseille. Donc ça veut dire que tu jonglais entre les bassins, les salles de muscu, les cours. Il y avait d'autres Ouais. éléments avec lesquels tu jonglais ou c'est tout, ce qui est déjà pas mal? Non, je pense que c'est tout. Après les cours quand j'étais à Antibes, c'était un vrai programme, c'est-à-dire que j'avais peut-être ouais cinq six cours de 3 heures par semaine, que ça se faisait un emploi du temps quand même conséquent. Là, c'était un peu plus adapté. Quand je suis arrivé à Marseille, vu que c'était du face à face avec le prof en vidéo, le prof, enfin, c'était, allez, je devais avoir entre 3 à 6 heures de cours par semaine. C'est notamment pour ça que c'était beaucoup plus lent. D'un autre côté, l'avantage, c'est que quand c'est en face à face, t'es quand même bien plus concentré, tu vas beaucoup plus vite. Donc ça, c'était le vrai gros point positif. Mais non, globalement, je pense qu'il n'y a pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. C'était vraiment, je veux dire, la natation, t'enchaînes avec la muscu quand tu en sors, ou alors tu fais muscu puis natation derrière. Donc en fait, ça te prend 3 heures le matin ou le soir. T'as rebelote, t'as 1 heure et demie, 2 heures d'entraînement le soir. Ça te prend 5 heures dans la journée. T'as quand même du temps. Même si tu vas pas t'amuser, tu vas pas aller à droite à gauche, tu vas pas te faire une sortie vélo juste pour le plaisir entre les deux entraînements. Mais il n'empêche que même si l'entre-deux entraînements, entre midi et deux, tu vas plus essayer de te poser, de te reposer, faire un truc qui va un petit peu te faire sortir le sport de la tête ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était pas non plus le goulag, hein, attention, c'était quand même confortable et notamment, comme on le disait tout à l'heure, c'est que grâce en fait aux moyens financiers mis en place par Marseille, peut-être contrairement à d'autres sports, notamment, moi j'ai toujours ce souvenir d'un reportage, je sais plus sur quelle chaîne, qui présentait en fait les athlètes, enfin les athlètes qui font de l'athlétisme, hein, des coureurs à pied ou je sais plus quelle épreuve en athlétisme, qui en fait ce reportage les suivait dans leur quotidien et notamment que t'en avais X parmi les 40 de l'équipe de France qui en fait le soir, enfin ou l'après-midi avant leur entraînement, tu les voyais, ils étaient à Decathlon pour conseiller en fait les clients sur un modèle de chaussures, sur des trucs sportifs parce qu'en fait ils avaient du mal à être pris en charge à 100%, soit par leurs sponsors quand ils en avaient, et par la Fédé. Et voilà, donc en fait, j'ai toujours eu la chance de pas avoir à bosser. Je pense qu'il y a assez peu de nageurs, on a de la chance là-dessus, il y a assez peu de nageurs parce que j'en connais pas, hein, il y a assez peu de nageurs qui ont besoin de travailler quand ils arrivent à un certain niveau. Quand ils arrivent à un certain niveau, c'est finaliste au championnat de France au moins, quoi. Euh, parce que je pense que
l'alchimie des différents clubs, plus la fédé, plus les aides départementales, régionales, tout ce que tu peux avoir, je pense que rapidement, tu peux en vivre. Après, la limite entre survivre et vivre, je peux pas te la placer. Moi, en tout cas, quand j'étais à haut niveau, j'ai rapidement vécu confortablement. Euh, je, 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 je roulais pas sur l'or non plus, mais j'ai quand même vécu très convenablement par rapport à beaucoup de personnes en France globalement et d'autres sportifs également, hein, attention. Mais non, c'est pour ça, il y a vraiment. Ouais, je pense que là-dessus, c'est. Je pense que la natation est quand même bien logée à ce niveau-là. Oui, on n'est pas au niveau du foot, mais ni, ni des niveaux vers le bas, genre athlétisme comme tu parlais, ou ping-pong, ou d'autres sports qui sont bien moins lotis là-dessus. Du coup, tu gérais ton temps et un élément qui est important quand tu es athlète de haut niveau, surtout à ton niveau, c'est la gestion de la récupération. Comment toi, quand tu débarques à Marseille et que tu commences ta carrière à niveau international en équipe de France A, comment tu gères ta fatigue, ton repos? Alors, au début, on n'était pas suivi. On n'était pas suivi globalement parce que c'était pas mis en place à grande échelle par la fédération de natation. Et le club, en fait, c'était pas quelque chose de très très développé à ce moment-là. C'est notamment qu'en en 2019, en janvier 2019, en fait, parce que j'avais fait une petite pause de natation fin 2018 jusqu'à reprendre en janvier 2019. En fait, j'apprends qu'il y a tout un petit protocole de suivi qu'on réalise le matin en fait, pour suivre notre état de fatigue, notre niveau de stress physique, émotionnel, psychologique, tout ce que tu veux, pour que derrière, on adapte ou on essaie d'adapter au mieux l'entraînement euh, pour en fait être le plus tôt possible opérationnel à 100% pour s'en reprendre un petit peu dans la figure pour pas dire autre chose, mais pour derrière pour pouvoir s'envoyer à l'entraînement sans pour autant se rapprocher trop fortement du surentraînement, qui est un peu la bête noire à l'image du burn-out dans le monde pro. C'est clairement le but. Voilà, en 2019, ils avaient mis un petit process en place qui était très simple. Ça prenait un petit peu de temps, mais enfin, un peu de temps. On se levait 10 à 15 minutes plus tôt que d'habitude, donc c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme. Il y a toujours les deux trois râleurs qui vont faire entendre leur mécontentement parce que 15 minutes de sommeil c'est important. Mais au final, la plus-value derrière, quand tu pouvais avoir un feedback et un retour sur toi, la condition dans laquelle tu te trouves, parce que globalement, toi, tu ressens ton état. Quelquefois, tu peux ne pas trop savoir où est-ce que tu te situes, mais globalement, quand tu es fatigué, tu le sais. Et qu'en plus, derrière, il y a quelque chose qui dit, ou une personne notamment, qui dit, voilà, ce nageur, voilà, il est vraiment fatigué, peut-être un petit peu le relâcher pendant 2, 3 jours. Il faut qu'il récupère parce que là, en fait, il va rien créer du tout avec ce niveau de fatigue. Euh, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui se démocratise, notamment aujourd'hui avec les montres connectées et tout ça. Mais il y a quelques années de ça, c'était un petit peu plus niche. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé parce que notamment en 2019, je reviens de loin à ce moment-là. Et en fait, je me sers vraiment de cet outil pour savoir un peu où je suis, pour me calmer moi-même à l'entraînement parce que je sais que le dernier feedback, il n'était pas terrible. Donc, peut-être un petit peu moins m'envoyer, tu mets l'ego de côté, tu te fais un petit peu doubler, tu te fais un petit peu battre, mais tu te dis, bah voilà, en fait, là, je temporise pour derrière, pour redévelopper des compétences pour que sur le moyen long terme, ça paie. Donc voilà, avec le suivi de la fatigue qui avait été mis en place à cette période-là, c'était bien plus intéressant et bien plus sympathique d'avoir ces marqueurs à suivre pour en fait ton évolution dans l'eau, quoi. Et avant de creuser justement, notamment ce protocole et l'impact et les adaptations, j'entends souvent dire, et je suis d'accord avec ça, mais j'aimerais avoir ton avis, on est tous capables de s'entraîner plus, plus durement, rajouter des séances, mais là où ça va faire la différence, c'est sur la capacité de récupération
et où là, on ne pourra pas tous récupérer de la même façon. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu mets des nuances? Oui, c'est ça. Bah, en partie, en fait, c'est un facteur parmi d'autres qui va enfin, qui va dire jusqu'à où tu vas pouvoir monter en termes sportifs. C'est-à-dire que euh, pour être le meilleur, faut avoir une avance globale supérieure aux autres. En fait, c'est assez simple, c'est presque mathématique. Il va falloir avoir une meilleure capacité d'entraînement, donc ça veut dire que tu vas pouvoir donner plus d'énergie pour que toi derrière tu crées un petit peu une dette en termes de fatigue pour que derrière ton corps compense voire surcompense pour essayer de rattraper. Et en fait, tu crées ta performance et ton niveau comme ça. Mais derrière, en fait, c'est que si tu fais un mois de prépa pour créer quelque chose derrière et en fait que à la fin de ce mois tu es oxy et que le matin tu n'arrives même plus à te réveiller et que chaque nouvel entraînement est une longue agonie, bah en fait t'es passé à côté de ta prépa. Évidemment je le mets sur un mois mais la prépa dure plus longtemps, mais Mm. en fait t'as beaucoup de choses. C'est qu'en fait c'est comment ou jusqu'à où tu vas pouvoir bah, t'envoyer pendant un entraînement, mais c'est aussi derrière comment ton corps va réussir à récupérer de cet entraînement. Parce qu'en fait, si le suivant, il est 1% moins bien que le précédent, et que le suivant encore, il est 1 ou 2% de moins, en fait, tu as l'impression de un petit peu monter parce que tes chronos, oui, s'améliorent, parce que tu nages un petit peu mieux, parce que t'as des schémas techniques qui s'améliorent ou quoi, mais derrière, tu crées une grosse dette en termes fatigue qui est bah, plus ou moins imperceptible. Après, si t'as deux, trois éléments qui peuvent quand même sauter à l'œil, mais globalement, en fait, tu crées une telle dette que oui, tu t'améliores un petit peu temporairement, mais derrière, le contre-coup que tu vas te manger, euh, il va être plutôt amer, en gros. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre et on en parle de plus en plus, mais la récupération, globalement, fait totalement partie de l'entraînement et de la recherche de performance. Oui, de toute façon, c'est tout le temps avoir une vision long terme et pas juste sur l'instant T de l'impact que ça a. Est-ce que tu peux nous présenter les protocoles dont tu parlais tout à l'heure ou ce que tu fais Oui, bien toi sûr. pour gérer? Bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, en fait, je vais te présenter rapidement ce qu'on faisait. En fait, on était suivi par Robin Plat, qui était analyste auprès de la Fédération de natation et qui habitait sur Marseille. Donc, en fait, il a suivi tout le groupe des nageurs et même des poloistes, mais ça, c'est voilà. En fait, le protocole, il est assez simple. C'est au réveil, directement après que le réveil sonne. Donc, t'as le droit, c'est toléré d'aller faire ton petit pipi du matin, histoire de pas être trop pressé pendant le test. En fait, on se mettait un polar donc sur la poitrine et tu vas sur une application qui lance l'enregistrement. Et le but, c'était 6 minutes allongé, 5 minutes debout. Et en fait, pendant ces 6 plus 5 minutes, bah, en fait, tu fais rien. C'est que bah, tu respires normalement, tu te décontractes, t'attends. Tu penses à rien d'autre, tu réfléchis pas trop parce que bah, en fait, quand tu réfléchis à des trucs, bah, tu peux avoir des émotions à droite à gauche, des souvenirs, ça peut te faire rire, ça peut t'énerver, ça peut te faire plein de choses. Donc en fait, tout ça, tu vas le ressentir au niveau du cardio. Donc c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir le corps le plus neutre possible. Euh, Parce qu'en fait, tout ça, c'est basé sur le HRV. Et le HRV, c'est quoi? C'est la variabilité de la fréquence cardiaque en anglais, donc pour Heart Rate Variability. Et ça, en fait, c'est la science qui, à partir de la variabilité de ta fréquence cardiaque, va déterminer plusieurs facteurs. Dans ces facteurs, on va pouvoir, grâce à des algorithmes et compagnie, on va pouvoir loger, qualifier et quantifier le type de fatigue dans lequel tu te trouves. Donc en fait, grâce à ce protocole des 6 minutes plus 5 minutes, euh, une fois que c'est transformé, enfin une fois que c'est mouliné, en fait, il va y avoir une sorte de comparatif à comment ton cœur a pu s'adapter. Donc déjà, comment il se trouve quand il est allongé, comment il se trouve quand il est debout, mais notamment, et ça c'est très important, comment ton cœur s'adapte à un petit stress spontané
qui est de passer de la position allongée, qui est assez simple en termes de musculaire pour le cœur de pomper ton sang quand tu es à l'horizontale. Comment il se débrouille lorsque tu passes à la position verticale où d'un coup, en fait, il va devoir pomper bien plus fort et pour que ton sang puisse aller dans tout ton corps. Et ça, en fait, par exemple, le temps que tu vas mettre, enfin, ou le temps que tu vas mettre, ou le temps que le cœur va mettre pour, en fait, se calmer suite à ce choc ou à cette surprise de position allongée à debout, et ben notamment ce temps va déterminer, entre autres, est-ce que par rapport à d'habitude, il y a une fatigue supplémentaire? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens moins bien? Et ainsi de suite. Voilà. Et ça, globalement, euh, nous, on était suivis là-dessus. J'avais vraiment apprécié ce genre de suivi parce que je trouvais que c'était quand même très intéressant en termes scientifiques, mais également en termes pour mieux se connaître, parce que également ça pouvait donner des feedbacks au coach, alors que bah, c'est souvent comme ça, mais quand tu donnes des feedbacks à ton coach, ouais, je suis fatigué aujourd'hui, ouais, j'ai mal dormi, t'as une chance sur deux que le coach il dit ouais, t'es bien gentil, vas-y, saute à l'eau et commence à nager. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on a souvent l'impression que si tu nages un peu moins, enfin, si tu t'entraînes un petit peu moins, tu prends du retard ou tu perds des choses, alors que même si c'est dur à concevoir et d'autant plus pour un coach, euh, tu- la récupération, un entraînement en moins ou un entraînement modifié, changé, réduit ou quoi que ce soit, quand il y a besoin, ça peut être bien plus bénéfique qu'un entraînement où tu vas t'envoyer alors qu'il y a déjà de la fatigue qui est présente. Mais bon, en tant que coach, quand t'as pas accès à ces outils-là et quand tu essaies de le quantifier à la simple tête ou au simple regard de la personne, pour peu que tu y accordes une importance, euh, c'est pas souvent facile. Donc là-dessus, ça rajoute le HRV va rajouter en fait une aide euh, scientifique et intéressante et notamment subjective parce qu'en fait, ça va être un analyste. Nous, c'était un analyste qui nous suivait et qui va en fait conforter euh, le coach dans sa prise de décision. Donc aujourd'hui, ce nageur, il a l'air un peu KO visuellement parlant. Mais est-ce que c'est lui qui me joue un tour ou ou est-ce qu'il est vraiment fatigué? En fait, grâce au HRV, il va se dire, OK, en fait, non, c'est constante, enfin, c'est au niveau battement, niveau toutes les variables un petit peu qu'il a pu sortir sur son test de ce matin. En fait, ouais, non, il est au fond du gouffre, là. J'ai pas fait attention, mais on s'est peut-être trop envoyé ces 5 6 derniers jours. Et là, en fait, le corps, il est en train il est plus en mode survie qu'en mode s'adapter à l'entraînement. Donc ça, c'est vraiment très utile. Euh, et donc ma curiosité m'a fait me rapprocher de cet analyste pour lui en fait lui demander comment ça se passait lui de son côté. Donc comment il agissait. Et en fait quand il m'a expliqué son protocole, je me suis dit ouais c'est vraiment intéressant, mais c'est bordélique. Parce que en fait c'est plein d'étapes, c'est un process avec 50 étapes différentes et lui il perd un temps monstrueux. Donc en fait quand l'athlète faisait son test, il lui envoie son test par mail, lui il le récupère, il le met sur son ordinateur, il doit le télécharger, ensuite il le met dans son logiciel il vient placer les périodes qu'il veut analyser, ensuite il analyse, il récupère les résultats, il les copie, il les met dans son Excel, dans son Excel il les rajoute à la liste où il a besoin, ça lui permet de se faire ses graphes, ça lui fait ses moyennes, ça lui fait tout ce qu'il veut. Et ensuite, derrière, il écrit un SMS ou un mail au coach en disant, tiens, cet athlète, ok, cet athlète moyen, cet athlète, ok, cet athlète pas bien du tout. Et je lui dis, mais t'as pensé un jour à faire un truc plus pratique avec un peu plus de techno au milieu? Et en fait, sur le coup, il m'avait dit qu'il avait déjà essayé avec un collègue, mais ils n'avaient pas du tout réussi. Et je lui dis, bah, franchement, moi, ça ne me dérange pas d'essayer. Et rapidement, en fait, je me suis mis en tête de faciliter le suivi HRV au- entre les coachs, enfin entre les analystes et entre les athlètes, parce qu'aujourd'hui c'était vraiment compliqué. C'est-à-dire que c'est, c'est très simple, c'est que t'avais deux catégories à l'époque. T'avais soit la catégorie avec l'analyste, donc qui est très précise, très poussée mais qui va malheureusement prendre du temps parce que c'est un humain au milieu et que c'est lui qui va un petit peu tout gérer. Et à l'inverse, tu as le suivi HRV qui est un petit peu plus connu de tous aujourd'hui.
C'est avec les montres connectées, c'est avec les applis, c'est avec tout ça. Tout ton appli va te dire ouais, ok, t'es en forme, t'es pas en forme, fais attention, t'as bien dormi, t'as pas bien dormi. En fait, tout ça, c'est des applications qui se basent sur le HRV et en fonction de tes différents signaux, vont estimer que oui ou non tu es en pleine forme. Euh, le souci, je crache pas du tout sur les applications parce que ça reste très très pratique, notamment pour monsieur, madame, tout le monde. Mais en fait, il a été quand même clairement souligné que en fait, dans une démarche de sportif de haut niveau, voire de très haut niveau, en fait, les applications étaient souvent bien moins utiles qu'un analyste qui est dûment formé à l'analyse et l'interprétation des données HRV, parce que en fait, l'analyste, il va avoir une subjectivité déjà que n'a pas l'application, parce que c'est très bête, mais admettons, une nuit, t'as les voisins qui font la fête, une nuit, t'apprends une mauvaise nouvelle, t'as quelqu'un qui est malade, t'as un décès dans la famille, quoi que ce soit, ça va se ressentir. Ça va se ressentir, tu vas mal dormir. Au matin, ton test enfin ton test de battement cardiaque, il va être nul. Et pour autant, c'est pas parce que tu es réellement fatigué physiquement, mais ça va plus être une fatigue émotionnelle. Et ce genre de fatigue, ça, tu peux l'expliquer très facilement en fait à l'analyste. Tu dis, bah voilà, j'ai mal dormi parce que les voisins ont fait la fête jusqu'à 3 heures du mat, ou voilà, je suis malade, je me sens pas bien, j'ai vomi cette nuit. Il peut y avoir plein de choses, et notamment, c'est très bête, mais notamment pour les filles qui acceptent d'en parler, parce qu'il faut aussi, il y a aussi une intimité à garder si tu le souhaites. Et par exemple, il a été remarqué que les filles avec les règles, avec leur cycle menstruel, en fait, ben tu as souvent des grosses phases de fatigue. Et pour autant, c'est pas la faute de l'entraînement, parce que c'est physiologique, mais il n'empêche que adapter le temps que les règles se terminent, ça peut aider, et notamment ça peut expliquer le pourquoi du comment une fille est moins forte à l'entraînement pendant quelques jours, tu vois, alors que c'est pas elle qui met un mauvais Mauvaise volonté. comment dire, ou une mauvaise volonté, ouais, ou qui a pas envie d'aller s'entraîner aujourd'hui. C'est plus que, bah, en fait, malheureusement, la nature est faite ainsi, et que, bah, en fait, elles vont souffrir, c'est un grand mot, mais elles vont en pâtir de toutes les hormones, en plus, selon les filles, de la petite ou grande perte de sang. En fait, c'est plein de petits facteurs qui font que, voilà. Euh, et en gros, donc dans le sport de haut niveau, avec les applications, c'est souvent un petit peu moins adapté, et notamment là où l'analyste fait vraiment la différence aujourd'hui, peut-être pas dans 5 ou 10 ans avec l'évolution technologique, l'IA qui rentre de plus en plus dans nos vies de tous les jours, mais aujourd'hui, l'application, elle ne propose pas des moyens intéressants de remédier à cette fatigue. C'est-à-dire que enfin, tu peux être fatigué, mais tu peux être fatigué de plusieurs manières différentes. Donc en fait, l'analyste, il va arriver à qualifier le type de fatigue dans laquelle tu te trouves, et il va te proposer des solutions pour en sortir le plus facilement possible. Je sais, alors alors je sais plus si c'est 6 ou 8 de mémoire de fatigues différentes, mais selon ta fatigue, par exemple, eh ben on va te conseiller de nager peut-être 1 heure en aérobas. Tu penses à rien d'autre, tu prends tes palmes, tu prends ce que tu veux, tu prends un pool boy, et en fait tu vas nager au train pendant 1 heure, mais vraiment sans te prendre la tête, juste histoire un petit peu de d'évacuer la fatigue petit à petit. Évidemment, c'est pas miraculeux, hein, c'est pas en sortant de cette heure de nage que tu vas te sentir au top, mais en fait, ça va aider un petit peu à drainer tout ça. Ou alors, à l'inverse, une autre fatigue où, en fait, bah, c'est le corps qui est un petit peu, enfin, c'est le cœur et le corps globalement qui est un petit peu endormi. Et en fait, il faut lui mettre un bon petit coup dedans. Ça va être, en fait, au lieu de te dire non, mais t'es fatigué, reste plan-plan, continue à te reposer. En fait, quelquefois, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est venir taper dans le système pour que, au contraire, tu crées une réponse qui va en fait te faire sortir de ce moment de stagnation, parce qu'en fait ton corps s'est un petit peu endormi, ton cœur ne sait plus vraiment ce que c'est l'effort. Et là en fait donc ça va être un petit coup pour rebooster, pour que tu aies un petit peu de d'adrénaline qui ressorte, et un petit peu tout ce qui va avec
pour relancer la machine. Et à l'inverse, celui ou celle qu'on connaît également, c'est le surentraînement, où là, souvent, c'est que tu as vraiment trop tiré sur la machine et vraiment le corps il est KO et t'entraîner dessus ne crée plus rien. Tu détruis plus qu'autre chose, donc en fait, t'as une fatigue où en fait ça sert à rien de venir. Tu restes chez toi, tu te reposes, tu vas te balader, tu vas faire tu regardes Netflix, tu ne viens plus t'entraîner à proprement parler. Parce qu'en fait, tu ne crées rien, tu te fais plus de mal qu'autre chose et tu vas rallonger la période pendant laquelle tu vas devoir te reposer pour revenir à un niveau, à un minimum décent. Donc ça, c'est des fatigues différentes parmi celles qui existent. Et en fait, grâce à l'analyste, il va pouvoir te donner des solutions pour revenir le plus vite possible et d'une manière la plus efficace possible à un niveau d'entraînabilité correct. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que les applications ne peuvent pas proposer. Euh, donc, il y a un élément essentiel qui est l'analyste aujourd'hui. Et en fait, quand j'ai réfléchi au process et comment je pouvais aider l'analyste pour faciliter leur quotidien, je me suis dit, OK, eux, ils ont un rôle important qui est vraiment l'analyse et l'interprétation. Et derrière, en fait, c'est que du superflu. Donc, je vais essayer autant que possible d'enlever toute la partie qui gravite autour du noyau de l'analyse et de l'interprétation. Et en fait, j'ai créé Team HRV, qui aujourd'hui est utilisé par plusieurs centaines, enfin qui suit plusieurs centaines d'athlètes, que ce soit des nageurs, que ce soit des tennismen, que ce soit des athlètes qui font du swimrun. Il y a vraiment vraiment de tout. Euh, et en fait, Image Hervé, c'est quoi? C'est une plateforme pour professionnels qui permet donc à l'analyste qui permet de suivre une multitude d'athlètes en gagnant énormément de temps. Ça va de 70 jusqu'à 95% de leur temps de travail parce que en fait, ça va supprimer tout le superflu autour et ils vont se connecter à la plateforme. Ils auront juste à venir choisir le profil pour lequel ils veulent réaliser une analyse. Et en fait, ils vont pouvoir voir les derniers tests qui ne sont pas encore analysés, les analyser très facilement, et derrière, en fait, envoyer des feedbacks directement auprès des coachs avec un simple bouton. La plateforme va envoyer d'elle-même un mail au coach qui va l'inviter à se connecter pour avoir le résultat et les commentaires sur chacune des analyses de l'équipe de ce coach, en fait. Et tout ça, ça permet à l'analyse, avec le temps de travail gagné, ça lui permet de suivre plus de personnes. C'est-à-dire que lui, s'il a envie de suivre plus, il peut potentiellement aisément suivre 5, 6, 7, 8 athlètes en plus. Euh, alors que sa fenêtre de temps passé à analyser, elle aura quasiment pas bougé. C'est juste qu'il aura été bien plus efficace. Et donc en fait, grâce à Team HRV, et notamment, par exemple, je peux le mettre en exemple. En fait, il a été développé d'une manière très proche avec la Fédé de natation parce que en fait, j'étais nageur. L'analyste, il était analyste auprès de la Fédération de natation, donc vu que ça s'est fait un peu conjointement, je traitais quand même avec l'analyste et avec la Fédé, donc je connaissais les besoins. Et la Fédération de natation, en fait, quand ils ont adopté Team HRV, euh, en fait, ils ont pu suivre avec autant d'analystes, donc ils avaient 3 analystes, il me semble, à l'époque, ils sont passés d'une trentaine à plus de 80, si je me trompe pas, 80, 100. Donc, donc en fait, ça a été une vraie plus-value pour la Fédé parce qu'en fait, à temps égal, ils pouvaient suivre beaucoup plus de nageurs. Donc en fait, pour eux, c'était vraiment intéressant et ça permettait, logiquement, de proposer un suivi HRV et donc qui oriente vers la plus haute performance parce que ça t'aide dans ta récupération. Ça leur permettait globalement de suivre des personnes qui étaient peut-être un peu moins bien listées parce que logiquement, enfin c'est comme de partout, hein, tu bénéficies d'un suivi parce que tu es bien listé, parce que tu as déjà eu des résultats. On peut pas suivre tous les nageurs de France parce que sinon ça ferait je sais pas combien de milliers de personnes à suivre, mais là ça a permis en fait d'agrandir
le nombre de personnes sur la liste, probablement sur les listes, les listes ministérielles, pardon, qui étaient suivies pour bénéficier de ce suivi et globalement avoir plus de chances de performer derrière. Donc voilà, et donc Team HRV se positionne exactement pile poil entre l'application, enfin les applications mobiles et les montres connectées tout automatisées, où tu ne maîtrises rien, peu, voire rien du tout derrière, et à l'inverse, entre l'analyse qui lui contrôle tout, mais clairement doit tout faire lui-même. Donc en fait, Team HRV se positionne réellement au milieu pour en fait avoir une capacité de d'analyse extrêmement poussée et pertinente pour l'analyste, parce que tu vas avoir des données qui sont très précises, qui s'adaptent à l'analyste et tout ce que tu veux. Et à l'inverse, qui va se rapprocher d'une application parce que tu vas pouvoir suivre beaucoup plus de personnes, euh, du fait que Team HRV en fait dote l'épine du pied de tout le management, de récupérer les tests à droite à gauche, de d'écrire individuellement à chacun des coachs. Tout ça fait que Team HRV, vraiment, en fait, le fer de lance, c'était trouver le juste milieu entre quantité et qualité. De toute façon, c'est à ça qu'on mesure un bon outil, c'est le temps que ça te fait gagner et le temps que ça te libère pour faire ce que tu aimes faire. Parce que je suppose que les analystes non plus, c'est pas leur partie préférée de courir après les résultats, de tout régler, quoi. C'est ça, voilà, tout à fait. Et en plus, ce qui est en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que derrière le professionnel, donc l'analyste, qu'il soit sous contrat avec un club, une fédé ou à son compte, c'est qu'en fait derrière, il fait ce qu'il veut de son temps gagné. C'est-à-dire que, admettons, il est entrepreneur, il veut suivre encore plus de personnes parce qu'il a plus de temps de libre et que bah, lui, il va être rémunéré pour son analyse. Mais en fait, il peut se dire, bon, ok, je pars du principe que je vais travailler autant mais je vais traiter 5, 6, 7 fois plus de tests que d'habitude, mais derrière, je serai payé 5, 6, 7 fois Ça- plus par rapport à ce que j'étais auparavant. Donc, tu vois, en fait, pour moi, ça rend également l'autonomie à l'analyste et également à ceux qui les emploient, parce que derrière, ben, eux, ils gagnent du temps, ils peuvent avoir plus d'agilité en termes de mission, c'est-à-dire que bah, peut-être que l'analyste qui auparavant faisait 2 heures d'analyste chaque matin, bah, il va en faire peut-être plus que 30 minutes. Et derrière, il aura 1 heure et demie de libéré pour une autre mission, pour faire autre chose ou quoi que ce soit. Et là-dessus, ben, c'est là où ça devient intéressant, c'est que ben, en fait, tu regagnes en efficacité ou globalement en efficience bah, sur une activité qui est importante, voire très importante pour le sportif, euh, tout en, bah, en fait, ne perdant pas plus de temps que ce que tu faisais avant à le réaliser. Donc voilà, c'est vraiment, tu gagnes un petit peu sur tous les fronts. Je suis pas un vendeur de tapis, c'est pas non plus le produit miracle, hein, il va pas non plus faire tout à ta place parce que c'est exactement ce que je te disais, c'est à l'opposition d'une application, t'as l'analyste au milieu. Donc en fait, il va te falloir un analyste, il va falloir quelqu'un qui est formé à l'analyse et l'interprétation HRV. Donc, si tu n'as pas quelqu'un de qualifié, si tu n'es pas qualifié ou si tu n'as pas quelqu'un de qualifié dans ton équipe ou quoi que ce soit, eh ben, il va falloir trouver une alternative, c'est-à-dire qu'il va falloir soit former une ou plusieurs personnes, soit il va falloir faire appel à un analyste externe, et évidemment, il va y avoir des coûts supplémentaires parce que bah, ça reste quand même un produit, ça reste un service. Toi, tu vas y gagner du temps, mais c'est quelque chose dont enfin, où il va falloir investir dedans pour que toi, tu aies la plus-value attendue derrière. Oui, de toute façon, un produit qui se vend en mode c'est le produit miracle, ça convient à tout le monde, c'est que sûrement il faut le fuir et qu'il faut aller Oui, ailleurs. voilà. Sinon, souvent, c'est ce qu'on dit avec les logiciels informatiques, c'est que si c'est gratuit, c'est souvent toi le produit, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, non, en fait, c'est pas un produit miracle, mais il n'empêche qu'il faut avoir en fait, il apporte beaucoup de choses. Mais derrière, oui, en effet, il faut avoir quelqu'un qui est spécialisé, ou du moins qui comprend et qui maîtrise le suivi HRV. Et derrière, bah oui, vu que c'est un service, moi, bah, vu que c'est une plateforme en ligne, tu as une infrastructure à faire tourner, donc
Je ne peux pas le, l'offrir parce que j'ai des coûts de fonctionnement, parce Oui, que bien sûr. j'ai proposé du développement, enfin j'ai développé l'application, donc ça m'a pris du temps, j'ai du support, j'ai plein de trucs, et derrière, et notamment, qui plus est, les battements cardiaques restent des données de santé d'un point de vue RGPD et avec la CNIL. Donc, en fait, derrière, tu as une infrastructure qui est obligatoirement certifiée pour l'hébergement de données de santé, évidemment qui coûte plus cher. Donc, ben voilà, ça veut dire que les données sont stockées en France. Et en plus, parce que ça, c'est mon point de vue transparence et je pense que c'est important, et uniquement chez des prestataires français. Parce que j'aurais pu économiser un peu d'argent sur l'infrastructure en disant voilà, je le mets chez Amazon, je le mets chez Microsoft ou je le mets à droite à gauche. Mais le voilà, c'est que il y a toujours, et d'autant plus aujourd'hui, on en parle de plus en plus de souveraineté des données. C'est que bien que ce soit pas du secret défense, ça reste des données sportives, ça reste des données sensibles de par leur nature, de parce que c'est des données de santé. Mais peut-être qu'un jour tu auras de l'espionnage industriel au niveau des données de santé de sportifs. Parce que oui, aujourd'hui en natation, hormis peut-être un ou deux nageurs français, on va dire qu'il y a, il y a pas on va pas jouer à des millions d'euros de contrats ou de trucs comme ça. Mais peut-être tu te dis, bah voilà, peut-être que par exemple pour un cycliste, peut-être que pour un footballeur où il y a beaucoup, où c'est un milieu où il y a beaucoup plus d'argent. Bah ouais, en fait, si on arrive à choper un petit peu son état de santé, où est-ce qu'il en est? Si on vole un peu ces informations-là, qu'est-ce qu'on peut en faire derrière? Donc oui, on peut les réutiliser. Oui, on peut savoir que ok, lui il est moins bon en ce moment, donc on va peut-être capitaliser sur le fait qu'il faut le faire sortir ou c'est un peu l'homme à abattre sur la prochaine compète ou quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est pour moi c'est aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu c'est un petit peu trop. Mais d'un point de vue transparence, je pense que c'est très important pour les athlètes enfin pour des athlètes français d'avoir leurs données stockées en France, même si c'est pas fait à moindre coût. Donc voilà. Et globalement, c'est les grandes lignes de Team HRV en fait. Oui, je te comprends, hein. Je fais le choix d'héberger mon podcast sur un hébergeur français qui coûte un peu plus Mhm. cher, mais ça reste en France. Mon site internet est hébergé sur un hébergeur français aussi. Et forcément, ça demande des coûts. Et tu es obligé de les répercuter à un moment, c'est obligé. Tu n'es pas expert en termes d'analyste, mais tu as quand Oui. même une expertise sérieuse vu ton expérience et vu tout le travail que tu fais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui, comme moi, on s'entraîne régulièrement, on a une montre connectée qui nous dit avec justement cette donnée HRV, est-ce que tu aurais des pistes pour adapter notre entraînement en fonction de cette donnée-là? Alors oui et non, oui comme tu as dit. Enfin, moi je suis pas du tout un analyste. J'ai un petit peu traîné dedans, étant donné que j'ai développé une plateforme qui permet d'accompagner les analystes. Donc je comprends les grandes lignes, mais après je suis très très loin de prétendre pouvoir comprendre réellement et pouvoir proposer des solutions pour récupérer d'une manière plus efficace. Mais moi, ça, c'est beaucoup plus personnel. Ce serait écouter son corps. C'est quelque chose souvent, enfin, écouter son corps et parfois mettre l'ego de côté. C'est que le corps humain est une très belle machine, quelquefois un peu mystérieuse, mais quelquefois, ouais, si on se sent fatigué, ben en fait c'est pas grave, c'est d'accepter quelquefois d'être moins bon, d'accepter d'aller moins vite, d'accepter ben, pendant un, 2, 3, 4 jours de faire des chronos ou de soulever des poids un peu moindres par rapport à ce qu'on fait d'habitude, parce que ça se rattrapera toujours et c'est pas parce que sur une saison tu as fait une, deux, trois semaines réparties sur la saison de moins bien, que ta saison est fichue. Et c'est souvent ça où c'est souvent c'est un petit peu dur de l'accepter. C'est voilà, t'as ta prépa et en fait quand tu planifies tout à l'avance, tu te dis bah voilà, en janvier je suis là, en mars je suis censé être un petit peu là, en juin je suis censé être là. Et en fait tu crées vraiment ton process d'entraînement.
Et en fait, ben, dans la réalité des faits, souvent, on remet pas, on n'accepte pas de se remettre en cause ou de remettre en cause le plan. Sauf qu'en fait, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, t'as un milliard de facteurs externes à ton corps, en plus de ceux qui sont internes, qui vont venir en fait impacter ta préparation, ta planification. Et souvent, en fait, on a l'impression qu'on rate la prépa si on n'est pas là où on souhaitait être au moment où on devait l'être. Et le truc, c'est que bah, parfois, en fait, faut juste accepter, voilà, et il faut essayer de remédier d'une manière intelligente, même si t'as pas d'outils HRV, même si t'as pas forcément de monde connecté, c'est de ça, d'accepter à t'écouter et de se dire, bah, ok, sur une prépa, c'est pas parce que j'ai raté un entraînement que c'est la fin du monde, c'est pas parce que pendant 2 entraînements j'ai fait de l'aérobas au lieu de me tarter la gueule et de m'envoyer des allures de course ou quoi que ce soit. C'est, voilà, moi je pense que c'est vraiment écouter son corps, accepter d'être humble vis-à-vis du corps, parce que bah, quelquefois, il y a tellement de facteurs qu'on ne maîtrise pas qu'il faut accepter ça et de mettre un petit peu de côté l'ego de toujours vouloir être meilleur à chacun de tes entraînements. Bah, parce qu'en fait, bah, c'est souvent là où tu vas venir un peu, ton corps va essayer de surcompenser, sauf que la surcompensation pendant 1, 2, 3, 4 jours, une semaine, ça va, c'est bien. À un mois, soit tu te blesses, soit t'es capoute. Et en fait, Ouais. c'est juste que on a de l'ego, on est sportif, donc t'as envie d'aller plus loin. T'es là, tu dis ah vas-y, je suis bidon si j'arrive pas à faire ce temps-là maintenant, vas-y, même si je suis un peu fatigué. Et en fait, ben tu te rends compte que ben déjà en plus d'être déçu de pas réussir à avoir fait ce temps-là, ben ah mince tiens, je commence à avoir mal à l'épaule. Ah tiens, je commence à avoir mal au genou. Et en fait, c'est que des trucs comme ça. Donc voilà, moi je suis partisan de savoir s'écouter et rester humble vis-à-vis de sa prépa et que en fait euh, il y a aucune prépa parfaite. Même celui qui va gagner, même celui qui va remporter l'épreuve ou quoi que ce soit ou qui va faire un record du monde, il aura beau te dire que voilà il s'est entraîné parfaitement. En fait, il y aura toujours un jour. Il y aura toujours un jour à minima où il y a eu du moins bien, où il était plus fatigué que d'habitude, où il a été déçu de ce qu'il a fait à l'entraînement. Mais en fait, c'est juste que on reste humain et que il faut accepter de pouvoir euh, bah, d'être en deçà, parfois au-dessus de ce qu'on attendait. Et voilà, parce que là également, je l'ai dit par rapport à être moins bien. Par exemple, quelquefois par rapport à ta planification, t'as élan de génie, en fait, tu te sens tellement bien depuis un mois, en fait, tu vas plus vite que tout ce que t'attendais. T'as vraiment pas l'impression de créer de fatigue. Tant mieux pour toi. T'es sur un mois béni des dieux. Profites-en parce que c'est pas tous les jours. Mais il n'empêche que voilà, bah derrière tu peux te dire bah ok, au final le mois où je me suis envoyé, c'était ce mois-ci alors que c'était peut-être le suivant. Je me sentais vraiment bien, donc en fait j'ai créé la capacité. Enfin, j'avais une grosse entraînabilité à ce moment-là. Je vais le mettre à profit et peut-être que le mois suivant qui lui où j'étais un peu plus censé me saigner, eh ben je vais peut-être un petit peu adapter ou réduire ou faire quelque chose de différent pour gagner sur des petits points que j'ai pas eu le temps de maîtriser ce mois-ci parce que ces points-là ont déjà été maîtrisés. Alors que le truc bête et méchant, ce serait de se dire, ok, je suis là à ce moment-là, je suis au-dessus de ce que j'attendais. Alors le mois prochain, soit je vais faire le même, soit bah en fait je vais suivre le plan et je vais encore plus le monter. Et en fait voilà, donc tu vois, rester humble, mettre son ego de côté parfois, même si en tant que sportif, tu as toujours envie d'être le meilleur. Je pense que c'est quand même relativement important de pas forcément de se mettre des limites, mais en fait d'accepter que l'entraînement suit son cours. On peut pas tout avoir du jour au lendemain, même si la société actuelle fait que tu peux tout avoir du jour au lendemain. Il suffit de payer un petit peu plus cher. Mais voilà, le sport c'est souvent quelque chose de c'est un process de longue haleine, c'est un process de patience, c'est un process de mise en place. Et c'est un process qui, au final, n'est pas une science exacte. C'est pas parce qu'à un moment, tu as ce niveau-là que ça t'assure, en rajoutant ces éléments-là autour, que par A plus B, tu sois au niveau que t'espérais en additionnant le tout. Ça marche pas du tout comme ça. Ou la plupart du temps, ça ne marche pas comme ça. Tu auras toujours des petits trucs en plus. Donc voilà, je pense que c'est mon petit truc en plus pour la prépa. Mais on en reparlera sans doute dans la deuxième partie réservée aux abonnés.
Est-ce que la prépa idéale, c'est pas celle qui s'adapte à l'instant T tout le long de la prépa, justement? Je pense que c'est un mix des deux. Parce qu'en fait, si tu t'entraînes trop au jour le jour, bah en fait, tu t'entraînes, mais tu vois pas, tu vois sur le court terme. Tu vois pas plus loin que la fin de la semaine ou la fin des 2, 3 semaines à tout casser. Donc en fait, je pense que c'est bien de jongler et d'osciller entre les deux. C'est-à-dire que oui, il faut avoir une planif sur le long terme, parce qu'en fait, tu vas avoir clairement un objectif, tu vas avoir une qualif, tu vas avoir, je sais pas, un Ironman, tu vas avoir des championnats d'Europe ou des championnats de France qui sont qualificatifs pour les championnats d'Europe, du monde ou des JO ou que sais-je comme autre compétition. En fait, c'est vraiment le fait de réussir à avoir une vision, bah, en fait, un œil sur le court terme, au jour le jour, comprendre ta capacité à t'entraîner, comprendre comment tu te sens en ce moment, et en même temps, un œil, donc tu vas un peu loucher, mais comprendre avec le second œil où est-ce que tu te situes actuellement sur la prépa globale, où est-ce que tu devrais te situer, c'est exactement ce que je disais avant, mais en étant intelligent grâce à l'œil qui regarde à côté, en te disant, voilà, aujourd'hui j'ai ce niveau-là. Je sais que bah voilà, malheureusement aujourd'hui j'ai pas les armes ou j'ai les armes et j'ai même plus, donc pourquoi pas ne pas rajouter une petite couche parce qu'aujourd'hui c'est un jour exceptionnel, rajouter un petit défi pendant l'entraînement pour venir un petit peu grappiller un peu plus et derrière pour en fait jongler entre les deux et trouver le meilleur équilibre entre la planif du long terme et la planif au jour le jour en fait. Mais c'est pas un sport facile en tout cas. C'est pas une science facile, Non, ouais, c'est pas et pour le sportif et pour le coach et pour toute personne qui est dans le sport, c'est pas, il y a rien de facile là-dedans quoi. mais c'est ça qui rend chaque saison si passionnante et chaque préparation. Enfin, je me rappelle, mon moment préféré de l'année, c'est quand je m'assois au bureau et que je réfléchis à la planification en fonction de ce qui a été fait. C'est vraiment ce que je préfère du boulot d'entraîneur. Ouais, c'est sûr. Oui, et puis de toute façon, c'est ça, c'est chaque prépa est unique, chaque athlète est unique, Ah, tu c'est-à-dire te que coupes chaque plus là? athlète ne va pas répondre. Ah, tu m'entends? Est-ce que tu Ouais, c'est m'entends? bon. Il y a un petit délai, mais ça va. Ouais. Je te disais, en fait, chaque saison, chaque prépa est unique, chaque athlète est unique. Donc, en fait, il faut s'adapter, notamment si tu t'entraînes en groupe, il faut s'adapter dans une optique de groupe et donc mettre en avant le collectif tout en arrivant à valoriser les individus. Donc en effet c'est vraiment c'est vraiment chaque saison chaque prépa est forte en rebondissement. Il va y avoir ses lots, chaque prépa va y avoir ses moments de joie, va y avoir ses blessures, il va y avoir ses moments de doute, il va y avoir ses superbes perfs à l'entraînement. Donc vraiment d'une saison ou d'une prépa à l'autre, ça peut être le jour comme la nuit en fait. Ah, mais je suis persuadé qu'il y aura très bientôt une série Netflix sur suivre une saison d'un nageur de très haut niveau. C'est sûr que ça va sortir. Ils ont fait le Tour de France en Et Formule 1, c'est ça va pas venir. impossible. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ils ont déjà fait la F1 sur Netflix. Oui, oui, bah c'est pas impossible après. Hein. Si ça continue à monter comme c'est en train de monter dernièrement la natation, il y a moyen de sortir peut-être un petit truc sympa sur Netflix ou Amazon Prime. J'ai encore deux petites questions, si tu as le temps, avant qu'on passe à la deuxième partie. Tu me Oui, dis en fonction de ton planning. j'ai le temps pour les deux questions. La deuxième La partie, ça va être première, compliqué. c'était ton avis. Ouais, on le fera à un autre moment, pas de souci. J'aurais bien aimé avoir ton avis sur une compétition qui est en train de se préparer. Je ne sais pas vraiment si elle va avoir lieu. Ils vont bientôt faire une espèce de tournoi où on aura le droit de tricher, notamment avec porter la combinaison en natation. Est-ce que tu en as entendu parler? Oui, 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 j'en ai entendu parler, bah, parce que en fait, Et du coup, notamment c'est que quoi ton avis? je oui, alors c'est les Enhanced Games. J'en ai entendu parler parce qu'en fait, je suivais sur les réseaux sociaux, je suivais deux des trois nageurs qui ont déjà nagé et qui ont suivi le programme. Moi, je trouve que c'est un petit peu. En fait, je sais pas trop quoi penser. C'est-à-dire que malheureusement, d'un point de vue sportif. Euh, c'est pas intéressant.
parce que c'est du dopage et que en fait, je pense que malheureusement, euh, malheureusement, c'est quelque chose de déjà qui entache déjà beaucoup le sport normal de base. Ça n'a pas besoin d'être encore plus mis en lumière. Euh, je trouve que c'est dommage et d'autant plus que euh, on est dans une société où on est sur le buzz, dans une société avec les réseaux sociaux où il faut toujours faire plus. Malheureusement, bah, ce genre de compétition, ça va dans cette optique pour qu'on parle de la compète, donc pour faire des gros chronos, pour faire des gros poids, pour faire des grosses perfs. Donc je trouve que c'est pas terrible et notamment l'image qui est véhiculée sur les réseaux sociaux auprès du commun des mortels entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont pas dans le sport de haut niveau, les jeunes, monsieur, madame, tout le monde, qui pensent que voilà, si je me dope, je pourrais prétendre à faire ça. Euh, Chose qu'on voit beaucoup, notamment parce que j'en suis quelques-uns, mais notamment sur aujourd'hui avec bah, d'autant plus le culte du corps qui est encore plus mis en avant avec les réseaux sociaux. euh, Tu vas avoir, enfin, c'est un petit peu caché, mais t'en as de plus en plus qui en parlent. Mais combien d'influenceurs de musculation se dopent en se prenant clean? Et en fait, derrière, ils vont inspirer des jeunes qui vont penser qu'en fait c'est normal. Alors qu'en fait, il n'y a absolument rien de normal à t'injecter des trucs dans le corps. Parce que ça revient exactement dans ce que on disait, oui, dans ce qu'on disait juste avant, c'est qu'en fait, on souhaite tout tout de suite. On est dans une société où on veut tout tout de suite, une société un petit peu capricieuse, où en fait, tu as des personnes qui vont se dire, bah en fait, je vais avoir un corps de Golgoth. Euh, je vais être fier de ce corps parce que ce corps, je vais pouvoir l'avoir en 6 mois ou un an. Attention, ils vont quand même bosser, hein, et encore heureusement hein, que les produits dopants ne font pas tout. Ils vont quand même bosser pour ce corps, mais ils vont avoir un corps en 6 mois ou un an que quelqu'un qui fait de la muscu, parce que je parle de muscu parce que c'est souvent là où tu vois le plus de résultats visibles en fait. Mais en fait, ou un mec qui fait de la muscu hyper sérieusement depuis 6 mois, depuis 6 ans, pardon, ou 10 ans, même lui ne pourra jamais prétendre accéder à ce niveau-là. Parce que en fait, ben, t'es limité physiquement. Et voilà, et je pense que c'est vraiment pas quelque chose dont on a besoin aujourd'hui, de mettre encore plus en avant bah, ce côté avoir tout tout de suite, parce que c'est clairement les deux nageurs qui ont participé et qui ont battu le record du monde, enfin leur record du monde sur leur discipline là-dessus. Ils l'ont juste battu parce que c'est pas officiel vu qu'ils ont la combi ou ils l'ont aussi fait sans combi, mais c'est pas, enfin ça n'a pas été officialisé parce que c'est pas une compète aux normes et eux ne sont même pas aux normes physiquement. Euh, c'est que en fait ils ont montré que ils avaient fini leur carrière en tant que nageurs auprès de la FINA. Euh, en fait ils ont réussi à montrer que en 6 mois ou en un an et demi à tout casser, ils ont réussi à battre un record du monde auquel ils ne s'étaient jamais approchés. Enfin, jamais, c'est façon de parler, hein. Ils étaient à peut-être 8 dixièmes sur un 50 mètres, qui est énorme sur un 50 mètres, mais qui à la fois, vu de l'extérieur, moins d'une Ouais, bien seconde sûr. sur un 50 mètres, c'est rien du tout. C'est comme si je te dis sur un 100 mètres en athlée, c'est un 5 dixième. Pour quelqu'un qui connaît pas, c'est 3 fois rien. Pourtant, quand c'est toi qui cours, tu sais qu'il y a un monde qui sépare deux personnes à une demi-seconde. Euh, et, euh, et en fait, ils ont montré que eux, durant toute leur carrière, ils n'ont pas réussi à s'approcher de ce temps-là. Et en une demi-année ou une année et demie, bah, ils ont battu ce temps-là. Parce que bah, c'est ça, ça rentre dans la logique on peut tout avoir facilement, enfin plus facilement, on peut tout avoir rapidement. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça la vie.
Et globalement, ouais, non, je pense que ça met une très mauvaise image, et notamment que même si eux, ils prônent le on contrôle tout, ils sont scrutés sous tous les angles, ils vont voir le docteur et compagnie, ça reste des produits dopants. Logiquement, t'as tous les effets néfastes qui vont venir avec. S'ils les ont pas aujourd'hui, ils les auront, je leur souhaite pas, mais ils les auront dans 10, 15, 20 ans. Et je leur souhaite pas non plus, mais peut-être que ils vont avoir des gros problèmes de santé, voire des décès, un petit peu plus, d'une manière plus précoce que ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un normal entre guillemets, quoi. Donc voilà, c'est la culture du tout de suite. Et ce qui peut nous arriver plus tard, bah oh, c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Donc ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc non, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Je suis pas fan de la manière dont c'est fait, que ce soit un peu la fête, qu'en fait que ce soit une compétition à proprement parler, que ça fasse du buzz autour de ça. Par contre, j'aimais une petite nuance. J'aurais été curieux de juste de savoir jusqu'où enfin, pourrait aller. Mais ce serait plus dans un point de vue sans compétition, c'est-à-dire que t'as un mec qui se porte volontaire, c'est genre le sujet test et il accepte tous les trucs parce que lui, c'est déjà un psychopathe dans sa tête et il se fait charger comme une mule et tu lui dis voilà, tu t'entraînes, t'as tout le matos que tu veux, tu fais ce que tu veux, juste histoire de savoir le corps humain jusqu'où il peut Mm. aller en fait. Les Mais limites, ça, quoi. ce serait voilà, parce que en fait, niveau scientifique, qu'est-ce qu'on peut faire avec un corps humain? Mais que ça, en fait, ce soit pas une compétition, que ce soit pas une fête, que ce soit pas reconnu, que ce soit vraiment histoire de savoir, bah, globalement, jusqu'où le corps humain peut aller si tu y mets en fait tout ce que tu veux dans le corps. Mais c'est en fait c'est purement de la curiosité. Et pour moi, c'est absolument pas de parce qu'en fait ça ruine l'esprit sportif. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est que oui, t'acceptes le dopage, mais bon, qui te dit que t'en as un autre qui s'est pas un peu plus dopé que l'autre et que bah en fait oui, c'est du dopage parmi les dopés. Donc en fait, c'est sans queue ni tête, tu vois, c'est où est-ce que tu mets la limite? C'est où mets-tu la limite et qu'est-ce que t'en fais derrière? Donc pour moi, ce genre de truc, ça devrait pas avoir lieu sous le modèle que c'est comme ça. Peut-être d'un point de vue scientifique, peut-être ça devrait arriver une fois tous les 50 ans, histoire de savoir où en est l'humanité en termes d'avancement physiologique et tout ce que tu veux. Mais d'en faire une fête du sport, d'en faire un événement sportif mondial, je pense que c'est une mauvaise chose. Mais c'est là où il y a le problème, parce que ça détruit toutes les valeurs du sport, qui sont la santé, le travail, le long terme, le mérite de ce que tu fais, et t'enlèves tout ça, Mhm. quoi. Mm, oui, en plus de ça, ça je suis totalement d'accord, c'est qu'en fait ça va minimiser le travail des autres qui eux s'entraînent dur depuis bah, plus longtemps et qui bah, malheureusement vont être un moment heurtés par la limite de leurs conditions physiques personnelles. Parce que t'as beau t'entraîner comme un fou, au bout d'un moment t'as tes limites. Tout le monde a ses limites. Et c'est ça qui rend le sport beau en fait, c'est-à-dire que même si dans la société d'aujourd'hui on prône l'égalité entre chacun et que c'est super bien que tout le monde soit égaux aujourd'hui, le sport c'est quelque chose de bien plus pragmatique et terre à terre, c'est que en sport personne n'est égal. Parce que tu vas avoir une condition physique différente, tu vas récupérer, comme on disait tout à l'heure, différemment, tu vas avoir ta taille, tu vas avoir ta densité, tu vas avoir ton poids qui vont être différents. Tout ça fait que tu vas performer différemment. Ton mental va faire que tu vas plus ou moins performer par rapport aux autres. Par exemple, je peux le citer un exemple. Tu as un Florent Manodou. Pour moi, c'est l'archétype du mec qui sera et qui est bon dans littéralement tous les sports auxquels il va s'essayer. Il est grand, il est puissant, il est costaud, il comprend vite. Euh, c'est pas donné à tout le monde. Et en fait, il va en faire rager bien plus qu'un quand il va commencer un nouveau sport parce que en un mois, il va avoir un niveau extrêmement correct, voire bon
ou très bon, alors qu'une personne à côté, ça fait 2 ans qu'il est dedans et qu'il se fait déjà battre par Flo, tu vois. Mais en fait, c'est un peu comme tout. En fait, le sport, ça rappelle qu'on est tous différents. Il y a absolument il y a absolument rien qui est égal en sport. Et notamment, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai battu plus ou moins facilement des personnes qui se sont entraînées toute leur vie. Et je me suis fait battre par des personnes qui sont moins entraînées que moi. Malheureusement, c'est la loi du sport, mais et c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est exactement. J'aime bien faire ce parallèle. Moi, j'avais des amis qui étaient en première année de médecine. À un moment, la première année de médecine, c'est pas rigolo. Globalement, c'est tu t'enfermes dans la chambre ou à la bibliothèque et tu vas réviser, tu vas lire toute la journée et tu vas essayer d'emmagasiner le plus de données possible. Tu deviens un rat de bibliothèque. Tu sors quasiment pas. C'est pas rigolo. T'es à la limite de la dépression. T'as pas vu le soleil depuis 3 mois. Pour peu que t'habites dans le nord, c'est une période compliquée. Et pour autant, je sais pas, allez, 400e ou je sais pas combien. Tu vas passer ric-rac la première année. Et à l'inverse, tu auras toujours le mec qui révisera 2 heures par jour, qui a fait toutes les soirées étudiantes possibles et imaginables de l'année, et que tu vois à chaque vacances se dorer la pilule sur la plage ou sur un bateau, qui va réviser 100 fois moins que toi, et lui, il sera major de promo. Tu auras toujours un truc comme ça. En fait, et en fait, t'as plein de petits trucs où en fait, bah, ça donne envie un petit peu de rager autour de ça, mais en fait, c'est juste que on est tous différents, on apprend différemment, on évolue différemment, on grandit différemment. Il y a tellement de trucs. En fait, on est tous différents et oui, et ça faut l'accepter. Et c'est-à-dire que ben, euh, pour en revenir au dopage, c'est que ouais, malheureusement, le dopage fait que ben tu vas esquiver certaines limites ou certains critères de ta personne pour aller chercher des endroits où t'es pas censé être naturellement. Et c'est là où c'est dommage en fait. C'est que en fait, au lieu de te connaître toi-même et d'accepter en fait qui tu es, ben en fait tu vas chercher au-dessus, juste pour, enfin que ce soit pour ton ego, parce que tu as envie de plaire, parce que tu as envie de gros muscles, parce que tu as envie de d'être connu dans le sport, parce que aussi financièrement parlant, c'est triste aussi, mais malheureusement le fait de gagner, tu gagnes de l'argent, donc derrière tu as aussi une récompense vis-à-vis de ça. Faut juste accepter. C'est très bête, mais Lance Armstrong, même s'il a été, on lui a ôté ses titres et qu'il a dû rembourser ses primes, je crois que, je sais plus exactement combien c'est, mais je crois que si tu soustrais ce qu'il a rendu et ce que tu additionnes ce qu'il a gagné à côté avec les sponsors et tout, je crois qu'il est à plus de 27 millions ou quelque chose comme ça. Donc, malheureusement, on est dans une Oui, il société est où, gagnant. ben, voilà, c'est ça. T'es dans une société où malheureusement, ben, cette limite, elle est un peu mise à mal par tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est exactement la même chose que aujourd'hui, c'est les coureurs kényans et les trucs comme ça, où ah bah tiens, un de plus, un de moins, on découvre que lui, 3 ans après, bah en fait, ça s'est révélé positif sur son échantillon pendant les JO ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est que on a aussi ce regard très confortable en France, ou du moins dans un pays développé, dans l'Union européenne, où il fait bon vivre ou quoi, et on se dit, ah, vraiment, c'est vraiment des cons, ils font que se doper, ils pourrissent ce sport. Mais d'un côté, eux, en fait, c'est plus un moyen de s'en sortir. C'est que c'est des pays où c'est beaucoup plus compliqué de vivre par rapport à nous. Ça va être, je pense, une mentalité bien différente. Et ça, c'est aussi un petit peu dur à peser. C'est-à-dire que du dopage qui pourrait être vu vraiment très mal de notre côté, parce qu'en fait, c'est vraiment plus par ego ou pour gagner de l'argent ou pour toi te faire mousser d'un point de vue occidental, sans rentrer trop dans les clichés. Mais à l'inverse, dans un pays en voie de développement, ce serait plutôt en fait pour sortir toi personnellement et ta famille, pas forcément de la misère, mais de ta condition sociale. Donc t'as aussi ce truc un petit peu compliqué vis-à-vis du dopage est-ce que c'est justifié d'un côté, pas de l'autre.
enfin, enfin, je pense que c'est aussi très compliqué enfin, au niveau de la société de trouver la limite. En fait, tout le monde peut être plus ou moins ouvert ou avoir ses raisons, et c'est ça qui est compliqué de jauger. C'est là-dessus où c'est dur de faire la part des choses, même si évidemment ça pourrit la compétition, hein. Que tu viennes que tu viennes d'Afrique, que tu viennes d'Australie, que tu viennes des États-Unis ou d'Europe, ça pourrit la compétition, c'est sûr. Mais il Oui. n'empêche que ça, c'est un point de vue très personnel, mais il n'empêche que, tu vois, peut-être que si j'étais né au fin fond de la Tanzanie, bah, peut-être que j'aurais pas eu du tout le regard que j'ai aujourd'hui vis-à-vis du dopage. Peut-être que pour moi, enfin, ça aurait été logique de me dire, bah ouais, en fait, il faut que je sorte enfin, j'ai envie de sortir mon pays, enfin mon pays, pardon, ma famille ou moi-même de là où je suis. J'ai envie d'avoir une belle maison, j'ai envie de survivre, j'ai pas envie de vivre dans des conditions difficiles. Bah, peut-être que je vais avoir recours à des trucs qui sont normalement interdits parce que je le fais dans cette optique-là. Et c'est ça qui est difficile, c'est que oui, moi aujourd'hui, je trouve que le dopage, c'est nul, ça pourrit la compète, et voilà. Mais tu vois, d'un point de vue, tu vois, si tu te mets un peu à la place des autres, tu te dis oui, ça reste nul, mais d'un autre côté, moi je le comprends plus en tout cas. C'est ça qui est dur en tout cas. Après, c'est vrai Ah que oui, il faut pas que. les Enhanced Games, pour en revenir à la question de base, enfin non, clairement, enfin bizarrement, t'as pas des pays, les mecs qui viennent de là-bas, ils sont quand même confortables et ils avaient déjà très bien gagné leur vie avec la natation. Je les côtoyais, je les connaissais. Clairement, c'est juste que voilà. Après, est-ce qu'ils ont été curieux? Est-ce qu'ils ont été curieux de se dire jusqu'où est-ce que je peux aller? Même si moi je suis curieux, j'aurais pas franchi le pas. Euh, et notamment si je l'avais franchi, euh, je pense que je l'aurais pas fait. Je l'aurais fait en laboratoire, à l'abri de tout le monde, parce que j'ai pas envie ni moi de m'exposer. Parce qu'en fait, malheureusement, ça remet en doute tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent. Parce que, ok, tu acceptes le dopage maintenant, mais qui dit que auparavant, t'étais pas déjà peut-être plus ouvert au dopage, et voilà. Donc, tu vois, pour moi, ça remet aussi un peu malheureusement en Ouais. doute tout ce qu'ils ont pu faire dans leur carrière, même s'ils ont été très très bons. Et je trouve ça un petit peu dommage. Et voilà, donc en fait, moi, si j'avais essayé d'un point de vue purement scientifique, je me serais enfermé dans un labo en mode, allez-y, comme ça on regarde ce que je peux faire, et puis basta. Mais j'aurais pas mis ça en avant parce qu'en fait, ça m'aurait embêté. Ça m'aurait très clairement embêté bah, en fait, d'influencer des jeunes ou des personnes qui sont pas du tout dans le milieu et qui se disent, bah voilà, en fait, ça, c'est le meilleur niveau qu'on peut avoir. Sauf qu'en fait, ce niveau-là, c'est pas un vrai niveau. C'est un niveau de dopé. Et ça, moi, franchement, c'est pas un truc c'est pas quelque chose qui m'aurait attiré, quoi. Ça marche. Et du coup, la dernière question de Oui. ce très passionnant échange. Là, plus d'un point de vue personnel. C'est la saison 2 du podcast. Quel invité tu pourrais me conseiller? Et surtout, avec qui tu peux me mettre en contact? Oula. Euh, je connais beaucoup de personnes, beaucoup de nageurs. Je sais pas si je dois citer leur nom parce qu'après ils vont avoir la pression, pour peu qu'il y ait un auditeur qui les connaisse et qui leur transmet le truc. Mais non, Alors, si tu veux, on, ouais, si tu veux, on peut arrêter l'enregistrement là. Comme ça, tu très très bien. réfléchis, tu tâtes le terrain avant, et après, tu me fais un vocal et hop, je le recolle à l'épisode. Donc, tu as jusqu'au 27 août, du coup, pour Oui, non, bah tu sais, c'est finir pas le. grave. Je vais les mettre un peu dans la mouise au pire, c'est pas grave. Non, mais en termes nageur pur, moi je peux penser à euh, probablement à Mathilde Sini, avec qui je suis très proche et qui elle aujourd'hui est devenue kiné.
Donc je pense que ça peut être un échange un petit peu différent et notamment elle est un petit peu comme moi, elle a eu des saisons un petit peu en dents de scie par moment, donc très très haut parfois et très très bas parfois malheureusement. Et c'est dans la difficulté en fait que on voit les grands champions et comment ils arrivent à rebondir. Elle est aujourd'hui kiné sur Paris, donc je pense que c'est un profil intéressant à suivre et différent du mien, clairement différent. Sinon, après, je pense rapidement à Hugo Tormento. Je sais pas s'il aura du temps parce que il est très très pris et que notamment en ce moment, il fait des podcasts et déjà régulièrement et il fait même, je sais pas si c'est une mini-série ou si c'est juste des genres de vlogs avec, j'ai oublié son prénom, c'est Clément, Hugo Clément, je crois, Ouais. qui était, voilà, qui aujourd'hui je crois qu'il a sorti un petit média pour faire du running et tout ça. Et en fait, Hugo Tormento, il fait du swimrun. Il est, si je me trompe pas, j'espère que si je me trompe, il m'en voudra pas trop. Il est double champion du monde d'affilée sur l'Otilo Swimrun, qui est les championnats du monde en fait de la discipline. C'est quelqu'un de très intéressant parce qu'en fait, il a arrêté assez tôt entre guillemets la natation. Et derrière, il a fait un petit peu tout. Il a été rapidement commercial et derrière, il a créé enfin, il s'est construit une très très belle carrière pro en tant qu'ancien nageur. Et sauf qu'il y a quelques années de ça, il s'est remis au sport à fond et plus précisément le swimrun et force est de constater que bah, il est quand même exceptionnel dans Ça marche cette bien, ouais. discipline-là. Et Voilà, je bah, pense c'est que c'est les ouf deux noms que parce je peux te que donner. c'est avec plaisir. Hâte d'échanger avec eux. Et c'est ouf parce qu'il y a pas longtemps, j'ai reçu Jérémy Crédville. Je sais pas si tu connais, un humoriste, Oui, acteur, comédien, enfin plein de oui, casquettes. Et j'étais allé le voir, ouais. il m'a conseillé Hugo Clément, lui. Il a dit qu'il allait me mettre en contact avec Hugo Clément, justement pour cette raison, pour le fait qu'il se lance dans le swimrun et tout. Donc c'est Très bien. incroyable comme ça se regroupe, quoi. Ah bah écoute, bah, avec un peu de chance, tu pourras faire un prochain échange peut-être à trois personnes avec Hugo Clément et Hugo Tormento en même temps. Mais voilà, en Et, tout cas, si je peux un petit peu aider, c'est avec plaisir. et ben merci, un grand merci pour tout. On se retrouve très vite du coup pour la partie spéciale abonnés où on va évoquer des petits détails qui font que tu as eu cette carrière et on va vraiment rentrer dans la technique. Euh, Juste merci. Mais Je ne l'ai avec pas dit au plaisir. début pour pas faire trop fan, mais j'ai passé des heures à regarder et à, voilà, à essayer de m'imprégner de tout, déjà quand j'étais nageur et après quand j'étais entraîneur. Donc c'est un plaisir de t'avoir à ce micro, un peu intimidé. J'espère que ça s'est pas trop ressenti. Et puis Bon, on se en tout voit cas, très c'est un vite. plaisir partagé. C'est un plaisir partagé. Il n'y avait pas besoin d'être intimidé ou quoi que ce soit. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. C'est un échange très sympa. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Ça marche. Merci. Au revoir. Passe une bonne journée. Et puis on se voit très très vite. Merci à toi aussi. Bye bye. Voilà, c'était mon échange avec Clément Mignon. J'espère que comme moi, tu ressors avec des idées concrètes pour mieux gérer ta fatigue, écouter ton corps et progresser plus intelligemment dans l'eau. Si cet épisode t'a plu, pense à le partager à un ami nageur ou triathlète. C'est le meilleur moyen de faire connaître SwimSmart. Et abonne-toi dès maintenant pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. Et si tu veux aller plus loin, sache que la deuxième partie de cette interview est disponible sur SwimSmart Premium. Clément y dévoile l'élément technique précis qui a fait basculer sa carrière. Comment il a identifié et travaillé pour passer un cap au plus haut niveau. C'est une ressource unique, réservée aux membres premium. Tous les liens sont en description. Merci d'avoir été avec nous et à très vite dans SwimSmart. Bonne journée!